Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. 1. Je sais ce qui distingue l'homme de la bête, ce sont les ennuis d'argent, écrivait Jules Renard. De tels ennuis poussent parfois l'individu jusqu'à attenter à sa propre vie. L'on songe au sort funeste d'Emma Bovary. La destinée de ce personnage romanesque aurait pu être différente si, d'aventure, un riche parent avait été sur le point de décéder. L'usurier aurait-il patienté jusqu'à son regain de prospérité, venant s'enquérir régulièrement de l'évolution de la situation ? Véritable aubaine pour le créancier, l'amélioration soudaine de la situation financière d'un débiteur, que ce soit par un gain inattendu à la loterie, le bénéfice inespéré d'un héritage ou de la découverte fortuite d'un trésor, caractérise une situation de retour à meilleure fortune, fait juridique permettant au débiteur de payer ses créanciers. 2. La place accordée à cet événement dans la relation juridique entre un débiteur et ses créanciers a varié au cours de l'histoire. Les premières références au retour à meilleure fortune apparaissent sous l'Antiquité avec la cessio bonorum, ou cession judiciaire de biens, à laquelle le débiteur de bonne foi pouvait avoir recours pour échapper à la prison pour dette. La cessio bonorum était une version adoucie d'une forme plus rigoureuse d'exécution sur les biens, la venditio bonorum. Forme antique d'une procédure collective, cette procédure permettait de substituer à l'exécution sur la personne du débiteur, au moyen d'une contrainte par corps, une exécution sur l'ensemble de ses biens. Après un envoi en possession des créanciers, une vente en bloc des biens du débiteur était réalisée aux enchères. Le débiteur subissait en outre l'infamie, sorte de mort civile qui portait atteinte aux droits civils du débiteur insolvable et partant de là, à sa réputation. Organisée par la Lex Iulia Judiciorum Privatorum, prise probablement sous Auguste, la cessio bonorum permettait au juge de venir au secours du débiteur malheureux et de bonne foi qui offrait volontairement l'intégralité de ses biens aux créanciers, et ce sans encourir l'infamie. Le débiteur jurait, par un serment de bona copia, qu'il n'avait pas de quoi payer ses créanciers et leur abandonner tous ses biens. Il pouvait alors obtenir un bénéfice de compétence qui lui permettait, s'il revenait à meilleure fortune, de n'être condamné à payer le reliquat de ses dettes que dans la mesure de ses nouveaux moyens. Redécouverte au Moyen Âge, la cession de biens accent aigu apparaît en droit coutumier. Après l'abandon de ses biens, le débiteur jurait de payer le surplus de ses dettes en cas de retour à meilleure fortune. À défaut de paiement spontané, les créanciers pouvaient saisir les biens acquis postérieurement en ayant recours au besoin à la contrainte par corps. Sous l'Ancien Régime, les ordonnances royales d'août 1669 et de mars 1673 permettaient aux débiteurs d'opposer à ses créanciers le bénéfice d'une lettre de répit ou d'une cession de ses biens à la manière de l'antique cessio bonorum. Après la vente des biens abandonnés, le débiteur obtenait seulement un répit sous la condition qu'il s'engage à payer le reliquat de ses dettes s'il revenait à meilleure fortune, ce qui ne le dispensait pas du port d'un bonnet vert pour informer les tiers de ne lui accorder crédit qu'avec prudence. Depuis l'abolition de la contrainte par corps en matière civile et commerciale par la loi du 22 juillet 1867, la cession de biens était tombée en désuétude même si elle figurait encore dans le Code civil aux articles 1265 à 1270 jusqu'à son abrogation par L'. Article 94 de la loi n° 91 à 650, du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. L'ancien article 1265 du Code civil définissait alors la cession de biens comme l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. Elle pouvait être volontaire, c'est-à-dire résulter d'un contrat conclu entre le débiteur et ses créanciers, ou judiciaire. Dans le premier cas, elle prenait la forme d'un concordat amiable librement ouvert au jeu de la négociation contractuelle. Dans le second, la cession était ordonnée par le juge à la demande du débiteur qui offrait à ses créanciers l'abandon de tous ses biens. Il restait obligé au reliquat de sa dette, s'il revenait à meilleure fortune. 3. Le droit contemporain évoque rarement les conséquences juridiques d'une telle situation. Les dispositions spécifiques sont éparpillées dans différents codes ou textes. Tout d'abord,
L'article L132A9 du Code de l'action sociale et des familles permet la récupération de toute aide sociale accordée à un bénéficiaire revenant par la suite, à meilleure fortune. Dans la même logique, l'article 50 de la loi n° 91A647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique organise un retrait, en tout ou partie, de l'aide juridictionnelle si au cours de l'instance, le bénéficiaire obtient des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée. Dans ce cas, l'article 37 de cette loi reconnaît à l'avocat désigné la faculté de percevoir des honoraires de son client pourvu qu'une convention ait été conclue à cette fin avant le retrait de l'aide juridictionnelle. Dans un tout autre domaine, le droit du cautionnement prend également en compte le retour à meilleure fortune de la caution. L'article L332A1 du Code de la consommation interdit aux créanciers professionnels de se prévaloir du cautionnement consenti par une personne physique, lorsque son engagement est manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le créancier professionnel retrouve ainsi la faculté d'agir contre la caution, dont l'engagement était initialement disproportionné, si sa situation patrimoniale s'est depuis améliorée. Toutefois, lors de la mise en œuvre de ce texte, la jurisprudence estime qu'il appartient aux créanciers professionnels de rapporter la preuve de l'amélioration de la situation patrimoniale de la caution. La charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution repose donc sur le créancier professionnel, ce qui l'astreint à une minutieuse enquête de solvabilité. Bien qu'elle fasse produire un effet juridique à une situation de retour à meilleure fortune, nous écarterons cette disposition du champ de notre propos que nous entendons circonscrire au seul texte régissant les rapports entre un débiteur principal et ses créanciers. Enfin, des mécanismes légaux ou conventionnels permettent en droit des affaires d'obtenir la revalorisation du prix initialement convenu. Certes, un effet juridique est alors attaché à l'amélioration d'une situation. Mais il n'y a pas pour autant retour à meilleure fortune car le débiteur n'est pas nécessairement mis en mesure de payer ses créanciers. Or, pour parvenir à cela, l'ampleur de la variation de prix doit être telle que le cocontractant, supposé ici défaillant, puisse surmonter ses difficultés économiques par le seul effet de l'augmentation du prix. Cet enchaînement d'hypothèses apparaît suffisamment insolite pour ne pas le retenir dans le champ de notre étude. 4. En droit commun, chacun connaît la règle de l'article 2284 du Code civil laquelle intègre, dans l'assiette du droit de gage général des créanciers, tous les biens présents et à venir du débiteur. Ainsi, le gage des créanciers n'est pas limité aux seuls biens appartenant au débiteur au jour de la naissance de l'obligation, mais comporte également tous les biens qu'il est susceptible d'acquérir dans l'avenir. Il en résulte que les créanciers subissent les aléas de fortune de leurs débiteurs. Ceux-ci bénéficient tout autant de sa prospérité qu'ils doivent supporter son insolvabilité. Les créanciers ont donc une vocation générale à profiter du retour à meilleure fortune de leurs débiteurs, en vertu du droit de gage général. La seule limite à l'exercice par les créanciers de leurs droits est alors temporelle puisque la dette s'éteint de plein droit par le jeu de la prescription de son recouvrement. L'article L111A4 du Code des procédures civiles d'exécution retient une prescription décennale de l'exécution forcée d'un titre exécutoire. Au cours de ce délai, les créanciers peuvent profiter du retour à meilleure fortune de leur débiteur. Passé celui-ci, la dette est éteinte et les créanciers ne sont plus en droit d'exiger quoi que ce soit. Le débiteur conserve le bénéfice de son retour à meilleure fortune. Tout au plus, un éventuel paiement spontané par le débiteur resterait valable. La situation est similaire lorsque les dettes sont purgées avant même qu'elles ne soient prescrites. Les créanciers n'ont alors plus grand-chose à espérer du retour à meilleure fortune de leurs débiteurs. Pour cette raison, notre étude se concentrera sur cet important aspect du droit des entreprises en difficulté et du surendettement des particuliers. 5. Soucieux de ne pas laisser le débiteur de bonne foi traîner, sa vie durant, un fardeau de dettes dont il n'aura pas les moyens de s'acquitter, le législateur a au fil du temps multiplié les entorses à la rigueur du rapport de droit pour permettre aux débiteurs de bonne foi d'être libérés de ces dettes. Ce changement profond dans la conception du lien obligatoire
repose sur une vision humaniste des rapports juridiques entre un débiteur et ses créanciers. Il n'est pas ici question de reprendre les débats, déjà consacrés par des travaux antérieurs, relatifs aux atteintes à la force obligatoire du contrat, mais plutôt d'en expliciter l'impact sur les situations de retour à meilleure fortune. Il ne s'agit pas de revenir sur le traitement juridique de l'endettement, mais d'aborder ses conséquences dans les rapports entre un débiteur et ses créanciers. La présente étude s'attachera donc à déterminer dans quelle mesure ces situations sont encore susceptibles de profiter aux créanciers, ou si le débiteur en conserve, seul, le bénéfice. Avant de répondre à cette question, il convient de revenir sur les circonstances ayant conduit à la consécration de la purge des dettes puis à la promotion par les institutions européennes du rebond du débiteur. 6. La purge des dettes est un processus juridique, inspiré de celui du droit des sûretés, qui consiste à libérer le débiteur de son passif résiduel lorsque son actif ne lui permet pas de régler l'intégralité de ses créanciers. Apparue au cours du XXe siècle, elle a d'abord pris la forme d'un droit de ne pas payer ses dettes, reconnu aux débiteurs de bonne foi qui n'étaient plus en mesure de faire face à ses engagements. Cette formule, titre d'une chronique publiée par Ripper en 1936, concernait à l'origine certaines mesures du gouvernement du Front populaire destinées à protéger les débiteurs en difficulté. Ripper fustigeait alors l'émergence de ce droit qu'il dénonçait en ces termes : « C'est tuer le contrat que de libérer le débiteur chaque fois qu'il éprouve une difficulté de paiement. » L'article 1244 du Code civil permettait au juge, en considération de la position du débiteur et usant de ce pouvoir avec grande réserve, à accorder des délais modérés pour le paiement. La crise économique de 1929 avait alors contraint le législateur, dans deux lois des 25 mars et 20 août 1936, à étendre ce pouvoir au juge des référés en cas d'urgence, à ajouter une référence à la situation du débiteur tout en limitant ces délais à 1 an. En dérogeant de la sorte au respect de la parole donnée, le législateur entendait prendre en compte une certaine réalité sociale en accordant aux débiteurs la protection rendue nécessaire par les effets de la Grande Dépression. Et depuis lors, ce mouvement s'est poursuivi et amplifié. La période contemporaine de difficultés économiques ayant succédé aux 30 Glorieuses a amené le législateur à retenir une solution plus radicale, la purge des dettes, unique moyen de remédier à l'excès d'endettement aussi bien du professionnel que du consommateur. Pour y parvenir, le législateur a cessé d'appréhender l'endettement comme un engagement juridique irrémédiable. Il en a fait une valeur patrimoniale négative que l'on peut, au besoin, sortir du patrimoine en remettant les compteurs à zéro. Il témoigne d'un changement profond dans la relation à l'endettement, qui s'est traduit dans un mouvement continu, au cours des 30 dernières années, d'adoucissement de la condition juridique de l'endetté. 7. Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, l'alinéa 2 de l'article 91 de cette loi autorisait encore la reprise des poursuites individuelles par les créanciers de la masse, après la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation de biens. Le créancier, demeuré impayé après cette procédure, pouvait alors saisir et vendre les nouveaux actifs acquis ou recueillis par le débiteur ou encore, pratiquer une saisie de ses salaires. Sous l'empire de cette loi, les créanciers conservaient ainsi le droit d'exiger un paiement et l'espoir d'être un jour désintéressés en cas de retour à meilleure fortune du débiteur. Rompant avec cette tradition juridique, la loi du 25 janvier 1985 a renversé ce principe en énonçant, en son article 169, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Cette interdiction de la reprise des poursuites individuelles, figurant aujourd'hui à l'article L643-11 paragraphe I du Code de commerce, permettait aux débiteurs de ne plus faire l'objet de poursuites de la part des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Pour l'initiateur de la loi du 25 janvier 1985, l'objectif était alors double. En premier lieu, il s'agissait d'offrir au débiteur ayant échoué de bonne foi une nouvelle chance en lui permettant de ne pas traîner sa vie durant le fardeau de ses dettes. L'inspiration était anglo-saxonne. L'Order of Discharge reconnu par le droit anglais dès 1705 en faveur du débiteur de bonne foi
repris par le droit américain des faillites dans le Bankruptcy Reform Act de 1978, sous la forme d'un fresh start, c'est-à-dire d'un droit à prendre un nouveau départ. Il s'agissait également d'assurer une égalité de traitement entre le débiteur, personne physique, et le dirigeant social qui échappait déjà à la reprise des poursuites en raison de la disparition de la personne morale. Ce principe avait été vivement critiqué lors de son adoption. Selon que l'on se plaçait du point de vue de l'entrepreneur ou des créanciers, il était tantôt considéré comme une expropriation sans nécessité publique des créanciers et une mesure anticonstitutionnelle, tantôt comme une nécessaire mesure de faveur tout en mettant en garde contre ces dérives possibles. Ces critiques ont peu à peu disparu même si certains auteurs ont continué de soutenir que l'affirmation légale d'un droit de ne pas payer ses dettes n'en est pas moins regrettable du point de vue de la moralité commerciale, et n'est pas de nature à inciter les commerçants en situation difficile à respecter leurs engagements. Aujourd'hui, l'interdiction de la reprise des poursuites individuelles n'est plus réellement contestée, davantage en raison d'une généralisation de ce droit, y compris dans les autres États membres de l'Union européenne, que des exceptions aménagées par le législateur. Privés de la faculté de reprendre les poursuites, les créanciers ne peuvent plus exiger le moindre paiement de leurs débiteurs revenus à meilleure fortune, excepté dans les quelques situations qui étaient encore soumises à la rigueur de la loi du 13 juillet 1967. Assuré de retrouver une virginité patrimoniale, le débiteur est alors libre de prendre un nouveau départ. Du reste, quel serait l'intérêt de continuer à poursuivre une personne durablement insolvable et dont la situation a peu de chances de s'améliorer? Pourquoi refuser au débiteur la grâce absolutoire nécessaire à sa réinsertion? Le législateur n'a pas seulement humanisé les rapports juridiques entre un débiteur et ses créanciers. Il a également tenu compte d'une réalité économique que Carbonnier décrivait en ces termes. Sous les oscillations du droit entre la rigueur et la mansuétude, on devine une vieille lutte des classes qui ne coïncide que partiellement avec celle que décrit le marxisme. L'antagonisme entre créanciers et débiteurs, prêteurs d'argent, usuriers d'un côté, de L', autres bien souvent déclassés plutôt que prolétaires de naissance. Comme de toute loi faite en faveur des débiteurs malheureux, les effets cliniques de celle-ci, qui peuvent être bons, ne doivent pas masquer à l'échelle de la société des effets pervers. Dans les immeubles en copropriété, les solvables paient pour les insolvables, les banques préventivement stoppent leurs prêts, etc. Carbonnier ajoutait: il est vrai que si le législateur moderne penche plutôt en faveur des débiteurs, c'est par préoccupation d'économie nationale autant que par humanité. Il lui paraît moins urgent de les faire payer que de les renflouer, pour peu qu'ils soient entrepreneurs, donc créateurs d'emplois. Une autre évolution se dessine, la socialisation de l'insolvabilité. Le risque de tomber sur un débiteur insolvable est reporté sur la collectivité, soit par un mécanisme d'assurance, soit par une intervention de l'État. Il est vrai que les opérateurs économiques intègrent bien souvent le risque d'insolvabilité à leurs prévisions, soit en le reportant sur d'autres encore par le biais de l'assurance-crédit, soit en l'intégrant dans la marge bénéficiaire par une majoration du prix ou du taux pratiqué s'il s'agit d'un établissement bancaire. Et pour ce qui le concerne, l'État préfère bien souvent soutenir l'emploi et l'activité économique, quitte à minorer ses ressources fiscales et sociales. Permettre une libération du débiteur qui a échoué dans son entreprise, c'est aussi limiter la prise de risque et inciter la création d'entreprises. Comme le souligne Madame le professeur Perrochon, en éliminant à l'avance et à coup sûr le risque pour l'entrepreneur, c'est-à-dire en reportant sur ses partenaires économiques et sur le contribuable, car le législateur est impuissant à abolir le risque inhérent à toute entreprise. Il se borne à en déplacer la charge de façon plus ou moins aléatoire. Le législateur incite à l'aventure économique, pour le débiteur. Et, pour les particuliers exposés à la spirale du surendettement résultant de la perte d'un emploi et des revenus qu'ils procurent, les libérer de leurs dettes est apparu comme un moyen de lutter contre leur exclusion sociale. Partant de là, le législateur a progressivement étendu l'emprise du droit de ne pas payer ses dettes, du professionnel au consommateur. Il faut dire que, sensible à l'influence du nombre, le législateur a été contraint d'étendre la purge des dettes aux particuliers surendettés qui, de bonne foi, ne parvenaient plus à faire face à leur endettement constitué pour l'essentiel de dettes non professionnelles. 8.
La loi dite Neyertz, du 31 décembre 1989, avait ainsi institué une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Cette procédure, organisée de manière bicéphale autour d'une commission administrative, la commission de surendettement, et d'un juge, privilégiait à l'origine la voie du dialogue avec les créanciers dans une tentative d'élaboration conventionnelle d'un plan de redressement qui, seulement en cas d'échec, pouvait être imposé par le juge. Cette organisation subsiste encore aujourd'hui. Cependant, à cette époque, seul le juge pouvait imposer des sacrifices aux créanciers par des mesures de réaménagement de l'endettement. Mais, l'impossibilité fréquente de parvenir à un accord avait rapidement conduit à un engorgement des tribunaux, du fait de la multiplication des demandes d'accès aux faveurs du surendettement. Une loi du 8 février 1995 avait donc tenté d'y mettre fin en transférant le traitement de ces demandes aux commissions dotées, pour ce faire, du pouvoir de recommander des mesures de redressement. Cela étant, les situations de surendettement se sont parallèlement aggravées. D'actif, le surendettement est devenu passif, c'est-à-dire provoqué par la perte de revenus du débiteur confronté au chômage ou à la maladie. Les plans établis sous l'égide des commissions se sont alors avérés insuffisants pour apurer le passif de candidats aux faveurs du surendettement, par ailleurs de plus en plus nombreux. 9. À partir de là, l'unique solution aux situations financières les plus obérées ne pouvait consister que dans un effacement des dettes calqué sur le modèle de la faillite civile applicable en droit local mosellan. Ainsi, dans les situations de surendettement aggravées résultant de l'état d'insolvabilité du débiteur, la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a ouvert, pour la première fois, la possibilité aux commissions de recommander un effacement, total ou partiel, des dettes après un moratoire de 3 ans. Le législateur n'étant pas allé jusqu'à la création d'une faillite civile, certains auteurs l'ont exhorté à le faire, dans une logique de solidarité envers les plus faibles. Un colloque posa d'ailleurs cette question. Est-il légitime de traiter distinctement les particuliers surendettés et les entreprises en difficulté ? Confronté à l'augmentation constante du nombre de candidats au surendettement, le législateur s'est de nouveau saisi de cette question. Dans les situations pour lesquelles il n'y avait aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche, il a ainsi institué, par une loi numéro 2003-170 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, une procédure de rétablissement personnel calquée sur le modèle de la liquidation judiciaire, dont la clôture entraîne effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, personne physique. C'est dans ce contexte qu'est apparue une procédure d'effacement des dettes du consommateur impécunieux. 10. Inspirée de la faillite civile, cette procédure était ouverte aux particuliers surendettés placés dans une situation irrémédiablement compromise. Il s'agissait alors d'offrir une seconde chance aux ménages les plus démunis pour remédier à leur exclusion sociale. Dans un premier temps, une liquidation judiciaire du patrimoine du consommateur surendetté, calquée sur celle du professionnel, était associée au rétablissement personnel. La doctrine notait alors une évidente parenté entre, d'une part, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises et d'autre part, la procédure de rétablissement personnel, même si cette parenté n'exclut pas quelques différences qui s'expliquent par des logiques opposées. En effet, la liquidation judiciaire s'inscrit dans une logique de préservation de l'initiative économique en favorisant le rebond de l'entrepreneur individuel qui a échoué. Le rétablissement personnel poursuit pour sa part un objectif de réinsertion financière du débiteur, inspiré par des préoccupations relevant plutôt de la charité chrétienne. Dans un cas, il s'agit de remettre en selle un agent du monde économique qui, par exemple, pourra éventuellement se retrouver à la tête d'une fortune moins de 3 ans après, sans pour autant que l'on permette à ses créanciers de le poursuivre. Dans l'autre cas, il s'agit d'un impératif de cohésion sociale, de lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le rétablissement personnel s'inscrit ainsi dans une logique sociale, la dignité du débiteur, quand aucune autre solution que la misère se profile comme mode de vie. Impuissant à assurer le retour à l'emploi du surendetté, le législateur en a été réduit à lui reconnaître un droit à reconstituer sa virginité patrimoniale.
11. Dans l'état originel de cette procédure, l'effacement des dettes intervenait après une liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur clôturé pour insuffisance d'actifs. Il est apparu, dès le lendemain de la loi du 1er août 2003, que la précarité des candidats au rétablissement personnel avait été sous-estimée car ils ne possédaient généralement aucun actif susceptible d'être réalisé. Partant de là, bon nombre de juridictions du fonds ont considéré inutile de procéder à une liquidation d'un patrimoine dont la consistance ne permettrait pas de régler les créanciers. Aussi, celle-ci prononçait l'ouverture puis immédiatement la clôture pour insuffisance d'actifs du rétablissement personnel lorsque l'insolvabilité du débiteur était patente. Cette pratique prétorienne permettait d'écourter la procédure en faisant l'économie d'une inutile vérification des créances et d'alléger la charge de travail des greffes. Cela étant, saisie pour avis, la Cour de cassation condamna cette pratique qui n'avait pas été autorisée par les textes. C'est pourquoi le comité de suivi de la loi du 1er août 2003, instauré après le vote de cette loi, avait préconisé de revenir sur cette solution en reconnaissant expressément au juge le pouvoir de clôturer la procédure pour insuffisance d'actifs, dès lors que le débiteur ne disposait d'aucune capacité de remboursement ni d'aucun bien réalisable. Suivant cette recommandation, la loi du 20 décembre 2007 portant simplification du droit a inséré un article L332-6-1 dans le Code de la consommation, consacrant l'ouverture avec clôture immédiate de la procédure de rétablissement personnel par un même jugement. Les réformes ultérieures ont poursuivi dans cette voie. Outre ces nombreuses autres innovations, la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a parachevé cette œuvre de simplification du traitement des procédures impécunieuses en créant une subdivision au sein du rétablissement personnel selon que l'actif est, ou non, réalisable. Une procédure sans liquidation judiciaire est donc apparue aux côtés du rétablissement personnel avec liquidation, lorsque le débiteur ne dispose d'aucun actif à réaliser. Par cette simplification procédurale, l'objectif était de réduire le délai moyen d'effacement des dettes de 16 à 6 mois. 12. Déclinant cette purge des dettes accélérée aux professionnels, l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des procédures collectives a institué en faveur de l'entrepreneur individuel, personne physique, une procédure de rétablissement professionnel. Calquée sur le modèle du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette procédure, distincte des procédures collectives, est destinée au traitement de la situation des personnes physiques dont l'actif est d'une valeur telle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, même simplifiée, serait une mesure disproportionnée. Cette procédure peut être clôturée par un jugement constatant que les conditions d'ouverture en étaient effectivement respectées et prononçant l'effacement des dettes signalées par le débiteur lui-même, au terme d'une enquête confiée à un juge commis, assisté d'un mandataire de justice. Le petit professionnel peut ainsi prétendre à un effacement de ses dettes, prononcé dans un délai très réduit. La création du rétablissement professionnel achève un mouvement de généralisation de la purge des dettes qui, par contagion, est allé du professionnel vers le consommateur pour, in fine, y revenir et brouiller la distinction entre l'interdiction de la reprise des poursuites individuelles et l'effacement des dettes. 13. Ce faisant, au fur et à mesure que la purge des dettes a été étendue du professionnel au consommateur, le droit du non-paiement de ses dettes s'est progressivement transformé en un droit à ne pas payer ses dettes. Ce glissement d'un droit de vers un droit à marque alors l'émergence d'un droit subjectif du débiteur de bonne foi et durablement insolvable à ne plus être poursuivi. Il faut dire que l'objectif de ces procédures accélérées de purge des dettes n'est aucunement le paiement des créanciers, ceux-ci n'ayant rien à espérer le patrimoine étant exsangue, mais une remise en selle rapide du débiteur, et ce afin qu'il puisse, aussitôt la purge prononcée, prendre un nouveau départ et retenter sa chance. Il s'agit davantage de favoriser le rebond du débiteur que de se préoccuper du sort des créanciers. 14. Souvent associée à l'échec, l'idée de rebondir désigne l'action de reprendre force et vigueur. Le rebond du débiteur est une formule imagée qui n'apparaît pour l'heure dans aucun dictionnaire juridique, ce qui conduit monsieur le professeur Pétel à la qualifier de formule journalistique, prêtant à sourire. Il est vrai qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'emploie une telle formulation.
Une simple recherche dans les codes en vigueur suffit à s'en convaincre. Le rebond du débiteur est en réalité un objectif assigné par la Commission européenne aux États membres dans une logique de convergence des réglementations nationales. En guise de réponse à cette impulsion européenne, le législateur français le fait figurer, en bonne place, dans l'architecture de certaines lois. La loi numéro 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie regroupait ainsi dans un chapitre 5 intitulé « Favoriser le rebond », des mesures aussi diverses que la refonte du régime des incapacités commerciales, une habilitation législative à intervenir par voie d'ordonnance dans le domaine du droit des entreprises en difficulté ou l'aménagement de la cotation Banque de France du chef des entreprises. L'exposé des motifs de la loi numéro 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation justifiait, par les nécessités du rebond, l'adoption du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. De même, le rebond est souvent associé à la procédure de rétablissement professionnel instituée par l'ordonnance numéro 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Mais ni ce texte, ni le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance n'emploient ce terme. En revanche, il apparaît dans le communiqué de presse du Conseil des ministres au cours duquel cette ordonnance avait été présentée. Plus récemment, l'article 146 de la loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a, pour favoriser le rebond des entrepreneurs, mis à l'écart de la responsabilité pour insuffisance d'actifs le dirigeant de droit ou de fait, simplement néglige par une modification de L'. Article L651A2 du Code de commerce. 15. Cette promotion du rebond, dans la législation française, est avant tout une réponse aux impulsions de la Commission européenne sous la forme de communications et recommandations non contraignantes à destination des États membres de l'Union. Ceux-ci ont ainsi été invités à retenir, dans leur législation nationale, une politique de la seconde chance en faveur de l'entrepreneur ayant échoué de bonne foi. Faisant l'éloge de l'apprentissage par l'échec, la Commission européenne publiait ainsi, le 5 octobre 2007, une communication dans laquelle elle appelait les États membres de l'Union à promouvoir une politique de la deuxième chance, en luttant contre les stigmates liés à la faillite d'entreprise, par une distinction du traitement juridique des faillites frauduleuses et non frauduleuses, et ce afin d'encourager davantage de personnes à s'installer. Puis, dans le Small Business Act pour l'Europe, la Commission demandait aux États membres de faire en sorte que les entrepreneurs honnêtes qui ont dû déposer le bilan bénéficient rapidement d'une seconde chance, en limitant à 1 an la durée totale des procédures de liquidation judiciaire lors d'une faillite non frauduleuse. L'un des axes de ce Small Business Act était le Think Small First, c'est-à-dire une priorité d'action en direction des petites et moyennes entreprises en allégeant les contraintes administratives pesant sur ces dernières pour instaurer un contexte favorable à la création d'entreprises. Dans ce même document, la Commission invitait également les États membres à encourager une attitude positive de la société à l'égard des entrepreneurs qui veulent prendre un nouveau départ, par exemple grâce à des campagnes d'information du public, et à veiller à ce que ceux qui retentent leur chance soient placés sur un pied d'égalité avec les entreprises nouvellement constituées. Et dans une communication du 12 décembre 2012, la Commission faisait encore de la seconde chance un élément clé de la nouvelle approche européenne en matière de défaillance et d'insolvabilité des entreprises, en incitant les États membres à séparer les procédures de liquidation des entrepreneurs honnêtes et malhonnêtes, à accélérer celles-ci lorsqu'elles concernent des faillites honnêtes et à réduire les délais de réhabilitation pour favoriser le nouveau départ. Moins de 2 ans plus tard, dans une recommandation du 12 mars 2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillance et d'insolvabilité des entreprises, la Commission européenne exhortait de nouveau les États membres à prendre des mesures, avant le 14 mars 2015, destinées à augmenter le nombre d'entreprises viables sauvées, à limiter les effets négatifs des faillites, ou encore à donner une seconde chance aux entrepreneurs de bonne foi ayant échoué. 16. Dans notre droit interne, certaines mesures ont pris place dans l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des procédures collectives, mais également dans d'autres textes.
L'examen de ces différentes mesures en faveur du rebond nous permettra d'apprécier les chances de retour à meilleure fortune de celui qui prend un nouveau départ. À cette occasion, nous nous interrogerons sur le point de savoir si elles ne constituent pas qu'un miroir aux alouettes. Ce ne sont donc pas les effets juridiques produits par les situations de retour à meilleure fortune qui seront passés au crible, mais plutôt les mesures prises par le législateur pour créer les conditions du rebond. Avant cela, nous nous interrogerons sur l'incidence de celui-ci dans les rapports juridiques entre un débiteur et ses créanciers. À qui peut-il profiter ? Encore aux créanciers ou seulement aux débiteurs ? La réponse à cette question est extrêmement délicate. Ce flottement est largement imputable aux tergiversations du législateur sur cette question, car sa réponse dépend avant tout de l'intérêt qu'il entend juridiquement protéger. Tantôt il fait preuve d'humanisme et affranchit le débiteur du fardeau de ses dettes, tantôt il privilégie l'orthodoxie juridique et le maintien du lien obligatoire pour protéger les créanciers. Pris en étau entre ces intérêts contradictoires, le législateur tente de concilier des objectifs diamétralement opposés. Nous distinguerons donc les situations juridiques dans lesquelles les créanciers peuvent encore prétendre à un paiement, de celles dans lesquelles le débiteur conserve le bénéfice de son retour à meilleure fortune. Pour cela, nous envisagerons dans un premier temps les incidences juridiques du retour à meilleure fortune dans les rapports entre un débiteur et ses créanciers, partie 1. Ces incidentes décrites, nous évoquerons les mesures en faveur du rebond du débiteur, partie 2. Partie 1. Les incidences juridiques du retour à meilleure fortune. 17. Chacun connaît la règle de droit commun d'intégration des biens futurs au gage des créanciers. Cet apport de l'article 2284 du Code civil peut être mis en échec par la purge des dettes, qu'elles prennent la forme d'un effacement de celles-ci ou d'une interdiction de reprendre les poursuites individuelles. Ainsi est-il mis fin à l'obligation de paiement du débiteur revenu à meilleure fortune. Nous aborderons donc ces situations de nature à neutraliser le retour à meilleure fortune, titre 2. Mais avant cela, il nous faut envisager les quelques situations juridiques où il est encore valorisé, titre 1. Titre 1. Les situations juridiques de nature à valoriser le retour à meilleure fortune. 18. Le retour à meilleure fortune est avant toute chose une cause légale de récupération des aides publiques octroyées à une personne en difficulté, chapitre 1. L'article L132A8 du Code de l'action sociale et des familles pose ainsi un principe de récupération de l'aide sociale accordée à tout bénéficiaire revenant à meilleure fortune. De même, le paragraphe 2 de l'article L1511A2 du Code général des collectivités territoriales, inséré par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, reconnaît aux régions la faculté de récupérer les aides financières accordées aux entreprises en difficulté en cas de retour à meilleure fortune de celles-ci. Au cas présent, il s'agit d'un simple rappel légal d'une faculté pour les régions d'intégrer une clause de retour à meilleure fortune, inspirée des rapports contractuels de droit privé, dans la convention conclue avec la collectivité territoriale octroyant le soutien financier. Précisément, entre personnes de droit privé, la liberté contractuelle permet d'organiser la réversibilité d'une remise de dette au moyen d'une clause de retour à meilleure fortune. Celle-ci rétablit la dette, pour le moment abandonnée, si la situation financière du débiteur vient à s'améliorer. Nous envisagerons donc l'utilisation de cette clause dans les rapports de droit privé, chapitre 2. Chapitre 1. La récupération de l'aide publique octroyée à une personne en difficulté. 19. Le retour à meilleure fortune est, en dehors du droit commun, le fait générateur d'une créance en récupération d'une aide publique octroyée à une personne en difficulté. Il en est ainsi pour l'aide sociale accordée aux personnes fragiles, section 1, ou encore pour l'aide régionale accordée aux entreprises en difficulté, section 2. Section 1. La récupération de l'aide sociale accordée aux personnes fragiles. 20. Fondé sur l'état de besoin, le droit de l'aide sociale est régi par un principe de subsidiarité. Celle-ci n'est octroyée qu'aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour subvenir à leurs besoins et qui ne peuvent être secourues par un obligé alimentaire. Partant de là, l'aide sociale est une avance remboursable si l'état de besoin vient à cesser.
L'article L132A8 du Code de l'action sociale et des familles pose ainsi un principe de récupération de l'aide sociale. Indépendamment des motifs qu'il comporte au titre des avantages successoraux, ce texte prévoit la récupération de l'aide sociale lorsque le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune. 1. Ce qui a conduit les juridictions de l'aide sociale à définir les contours de ce fait générateur. 2. 1. Le principe de récupération de l'aide sociale. 21. Ce principe de récupération de l'aide sociale est aujourd'hui d'une application morcelée, prestation par prestation, ce qui brouille son fondement originel. Pour autant, il subsiste toujours. S'agissant de dispositions exorbitantes du droit commun, des juridictions spécialisées connaissent du contentieux de la récupération. Il conviendra donc d'envisager la procédure de récupération de l'aide sociale. A. Un principe d'application limité à quelques prestations. 22. Ce principe de récupération, posé par un décret-loi du 29 novembre 1953 avant d'être repris par un décret numéro 91A496 du 15 mai 1961, concernait à l'origine toutes les prestations d'aide sociale. Sans jamais être remis en cause, son champ d'application a été peu à peu réduit. La raison en est simple. Ce principe a eu un effet dissuasif auprès des bénéficiaires potentiels, qui préféraient renoncer à l'aide sociale plutôt que de voir les droits de leurs héritiers amputés. Le législateur a donc multiplié en leur direction les dérogations, prestation par prestation. L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a succédé à la prestation spécifique dépendance après une loi du 20 juillet 2001, a été soustraite du principe de récupération. Depuis cette loi, l'article L232A19 du Code de l'action sociale et des familles place cette prestation à l'écart des recours sur succession. Curieusement, ce texte passe sous silence la récupération pour retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Cela étant, il n'est pas illogique de la considérer comme implicitement abandonnée car l'état de besoin s'apprécie pour cette prestation, non pas en fonction des ressources de la personne âgée mais de son état de dépendance. Celui-ci a également motivé l'exonération adoptée en faveur des personnes handicapées. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 puis celle relative aux droits des malades du 4 mars 2002 ont successivement exempté les personnes handicapées des recours en récupération pour retour à meilleure fortune. Puis, la loi relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, en procédant à la réécriture des articles L245A7 et L344A5 du Code de l'action sociale et des familles, a exempté la prestation de compensation du handicap ainsi que la prise en charge des frais d'entretien et d'hébergement en foyer de toute forme de récupération. Cela étant, faute de dispositions transitoires, les recours en récupération à l'égard des personnes handicapées ont disparu progressivement car l'action demeurait régie par les textes applicables au jour où le motif de récupération était constitué. Néanmoins, en cas de retour à meilleure fortune consécutif à l'obtention d'une qualité d'héritier, la date à prendre en compte était celle de l'acceptation de la succession et non la date du décès de l'auteur. Outre les préoccupations suscitées par la dépendance, les nécessités de la réinsertion professionnelle ont aussi présidé à l'abandon des recours en récupération de certains des minima sociaux. L'article L262A49 du Code de l'action sociale et des familles écarte ainsi les sommes servies au titre du revenu de solidarité active de toute forme de récupération. En réalité, pour cette prestation, le contentieux s'est déporté sur l'indu. 23. Concrètement, ne sont encore susceptibles d'une récupération que les aides accordées pour l'hébergement des personnes âgées en établissement ainsi que pour leur maintien à domicile, hors l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Ce faisant, les fondements du principe de récupération s'en trouvent malmenés. Le financement de l'aide sociale étant public, il n'est pas illégitime que la collectivité puisse récupérer ce qui a pu être versé lorsque la consistance du patrimoine de la personne bénéficiaire le permet. Cette récupération se justifie par la nature alimentaire de l'aide sociale et la disparition de l'état de besoin. Cela étant, dans la plupart des cas, cette logique de subsidiarité a laissé place à une logique de solidarité nationale. De fait,
Le principe de récupération n'a plus guère signification et la doctrine s'interroge quant à la pertinence de son maintien. Mais en l'état du droit, celui-ci subsiste et il convient d'en envisager les modalités de mise en œuvre. B. La procédure de récupération de l'aide sociale. 24. Avant toute chose, il convient de différencier la récupération de la répétition de l'indu. Malgré un effet rétroactif, la répétition de l'indu suppose une perception erronée ou frauduleuse de l'aide sociale, obtenue à partir de déclarations inexactes ou mensongères. Il convient également de la distinguer de la révision qui, pour sa part, ne vaut que pour l'avenir et ne remet pas en cause les prestations qui ont été versées. La révision intervient en cas d'éléments nouveaux ou de changements dans la situation ayant justifié l'admission. Elle a pour effet de réactualiser le montant de l'aide accordée soit en la diminuant, jusqu'à la supprimer, soit en l'augmentant. À l'inverse, la récupération traduit la nature d'avance remboursable de toute aide sociale accordée en raison d'un état de besoin. Elle permet, lorsque cet état disparaît, à l'organisme payeur de se faire rembourser, en tout ou partie, les sommes allouées aux bénéficiaires. 25. Ceci posé, les modalités de récupération de l'aide sociale sont définies aux articles L132-11 et R132-11 du Code de l'action sociale et des familles. Le préfet ou le président du Conseil général arrête le montant récupéré lequel peut, en tout ou partie, être étalé dans le temps. Préalablement à toute décision, le bénéficiaire peut demander à être entendu. L'article R132-11 du Code de l'action sociale et des familles reconnaît un pouvoir discrétionnaire aux autorités récupératrices quant à l'opportunité et au montant du remboursement. Ce pouvoir de modération permet d'échapper à une automaticité juridique qui ne serait pas adaptée à la situation de détresse sociale des bénéficiaires ou de leurs héritiers. Dans une logique de nominalisme monétaire, les sommes récupérées ne peuvent excéder le montant des prestations accordées. Un état exécutoire est dressé puis transmis à un comptable public pour recouvrement, comme en matière de contribution directe. En l'absence de prescription spéciale édictée par le Code de l'aide sociale et des familles, les recours en récupération se prescrivent, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, par 5 ans à compter du fait générateur de la créance en récupération et non plus, comme auparavant, par 30 ans. 26. La décision de récupération peut être contestée dans un délai de 2 mois, à compter de sa notification. Ce recours de plein contentieux est porté devant des juridictions spécialisées. Les commissions départementales d'aide sociale d'une part et d'autre part la commission centrale d'aide sociale. Ces juridictions connaissent du contentieux de l'aide sociale respectivement en première instance et à charge d'appel. Celles-ci sont composées de magistrats des 2 ordres, administratifs et judiciaires, et ont été purgées, à la suite de décisions du Conseil constitutionnel, de leurs membres qui ne présentaient pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité tels que les élus des conseils généraux, les fonctionnaires et autres personnes qualifiées désignées par le préfet. Les décisions de la Commission centrale d'aide sociale sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'État. Les articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoient à compter du 1er janvier 2019 de transférer ce contentieux à un tribunal des affaires sociales regroupant le contentieux général de sécurité sociale actuellement dévolu aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, le contentieux technique actuellement dévolu aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et le contentieux de l'admission à l'aide sociale. 27. Ceci souligné, ces juridictions peuvent, en l'état actuel, moduler le montant des sommes à récupérer en fonction de la solvabilité et de l'état de santé du bénéficiaire. En cas de changement de situation intervenu depuis la décision de récupération, elles peuvent aussi tenir compte des circonstances de fait à la date à laquelle elles statuent pour prononcer une remise. En effet, le Conseil d'État a étendu aux juridictions de l'aide sociale le pouvoir modérateur reconnu aux autorités décisionnaires. Ces juridictions peuvent donc remettre, en tout ou partie, les sommes récupérées même si la récupération est en soi bien fondée. Il convient encore de souligner que les départements n'ont pas à informer les bénéficiaires d'une possibilité de récupération des aides octroyées. Cela étant,
Une large publicité de l'existence de ces recours est déjà assurée au moyen des règlements départementaux d'aide sociale, prévus par l'article L121A3 du Code de l'action sociale et des familles, généralement publié par les départements. 28. En garantie de ces recours, l'article L132A9 de ce même code instaure une hypothèque légale grevant les immeubles du bénéficiaire de l'aide sociale. Si les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier sont exclus du champ de l'hypothèque légale, l'inscription est en revanche requise dès que la valeur des biens excède un seuil qui reste relativement symbolique. Les contestations relatives à cette inscription, tout comme celles relatives aux décisions de récupération, sont portées devant les juridictions de l'aide sociale. L'hypothèque peut être inscrite dès l'admission, avant toute récupération. Cela étant, le Conseil d'État a privé cette inscription de l'essentiel de son intérêt pratique en considérant qu'aucune somme ne pouvait être retenue avant que le fait générateur de la récupération ne se soit produit. Cette hypothèque légale gagnerait sans doute en clarté si celle-ci était repensée en profondeur, tout comme d'ailleurs le principe de récupération qu'elle est censée garantir. Ces précisions apportées, il convient de clarifier les événements constitutifs d'un retour à meilleure fortune au sens du droit de l'aide sociale. 2. Les événements constitutifs d'un retour à meilleure fortune dans le droit de l'aide sociale. 29. À l'occasion des contestations relatives aux décisions de récupération, les juridictions de l'aide sociale ont été amenées à préciser les événements constitutifs d'un retour à meilleure fortune. Pour la Commission centrale d'aide sociale, celui-ci s'entend comme un événement nouveau, matériel ou non, qui améliore la situation patrimoniale de l'assisté en capital ou en revenu. À partir de là, le retour à meilleure fortune a été retenu dans des situations d'héritage, de mariage, de gain à un jeu d'argent, de perception d'un capital d'assurance vie ou d'enrichissement du débiteur d'un bénéficiaire lui ayant permis d'obtenir le paiement d'une créance jusque-là impossible. L'élément devant être nouveau, celui-ci doit être postérieur à la décision d'attribution de la prestation. Le retour à meilleure fortune suppose un enrichissement, ce qui exclut les substitutions d'un élément du patrimoine par un autre de valeur équivalente. Il n'y a donc pas de retour à meilleure fortune, à la suite de la réalisation d'un immeuble dont le bénéficiaire était déjà propriétaire lors de son admission. De même, il n'y a pas de retour à meilleure fortune lorsque le bénéficiaire perçoit un capital en réparation de différents préjudices physiques, matériels et moraux. Cela étant, dès qu'il y a enrichissement, le retour à meilleure fortune est constitué même si les liquidités ont été réemployées. Aussi, il y a bien retour à meilleure fortune dans le fait de percevoir un héritage sans le réutiliser aussitôt à l'acquisition d'un bien immobilier. Et la perception d'un capital d'assurance vie est bien constitutive d'un retour à meilleure fortune, même si le capital perçu a partiellement été réinvesti par la souscription d'un nouveau contrat. Cependant, l'amélioration doit être telle que le bénéficiaire ne se trouve plus dans le besoin et dispose de ressources suffisantes pour pouvoir rembourser les prestations perçues. Il n'y a donc pas de retour à meilleure fortune lorsque le bénéficiaire s'est constitué une épargne limitée, au moyen d'économies réalisées sur les prestations. Il n'y a pas plus d'amélioration significative de la situation lors de l'ouverture de droit à une prestation de sécurité sociale. 30. Ceci rappelé, ce fait générateur pose une difficulté davantage d'ordre pratique que théorique. Celui-ci suppose un suivi fastidieux et régulier des bénéficiaires concernés, pour rechercher si leur situation s'est, ou non, effectivement améliorée. Il est vrai que ce suivi est aujourd'hui facilité par l'échange automatique d'informations entre les organismes gestionnaires d'un service public. Les évolutions significatives du patrimoine d'un bénéficiaire peuvent être plus aisément détectées que par le passé. Et en cas de suspicion de retour à meilleure fortune de l'un d'entre eux, les départements conservent la possibilité d'effectuer un contrôle. Reste à déterminer les pratiques des départements. Une étude menée au printemps 2010 auprès d'une vingtaine d'entre eux a montré que les situations de retour à meilleure fortune sont marginales. Pour les identifier, les services de l'aide sociale semblent s'en remettre aux questionnaires adressés aux notaires, mandataires judiciaires ou aux bénéficiaires eux-mêmes. Les départements n'auraient défini aucun critère, ni seuil, et l'action serait engagée au cas par cas après examen des dossiers.
Un seul département, parmi ceux interrogés, a reconnu déclencher systématiquement un recours dès lors que le bénéficiaire perçoit un capital supérieur ou égal à 5 000 euros. 31. Ainsi donc, les situations donnant lieu à une mise en œuvre concrète de ce principe de récupération restent assez marginales. L'article L132A8 du Code de l'action sociale et des familles a essentiellement une valeur symbolique. Il est de même de l'article L1511A2 du Code général des collectivités territoriales, qui rappelle aux régions la faculté de rendre récupérables les aides accordées aux entreprises en difficulté. Section 2. La récupération de l'aide régionale accordée aux entreprises en difficulté. 32. L'article L1511A2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, attribue une compétence exclusive aux régions pour définir les régimes d'aide aux entreprises et décider de leur octroi. Le paragraphe I de ce texte indique que ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. Le paragraphe 2 de ce texte ajoute que le Conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige. Contrairement aux dispositions du paragraphe I, le paragraphe 2 ne définit pas la nature des aides susceptibles d'être octroyées aux entreprises en difficulté. Cela étant, le texte prend soin de préciser que les modalités de versement de celles-ci et les mesures qui en sont la contrepartie font alors l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. Le texte indique également qu'en cas de reprise de l'entreprise ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. Cette disposition, introduite par voie d'amendement lors de l'examen de ce projet de loi au Sénat, n'instaure pas un véritable principe de récupération des aides accordées par les régions aux entreprises en difficulté mais rappelle la faculté d'organiser, dans la convention conclue avec l'entreprise, une restitution si la situation vient à se rétablir. Dans ce cas, les aides accordées prennent la forme d'une avance remboursable selon les modalités précisées dans une clause de retour à meilleure fortune insérée dans la convention. La formulation employée par le texte n'étant pas contraignante pour les régions, celles-ci sont souveraines quant à l'opportunité d'une récupération. Il n'est donc pas à exclure que celles-ci y renoncent, en pratique, en contrepartie d'engagements significatifs en termes de maintien des emplois menacés. D'ailleurs, lors de l'adoption de cet amendement, un parlementaire faisait observer que cette récupération avait quelque chose d'illusoire. En outre, se pose la difficulté récurrente, sur laquelle nous reviendrons, de la définition par la clause de l'événement constitutif d'un retour à meilleure fortune afin d'éviter tout débat sur la matérialité du fait générateur. 33. En tout état de cause, toute aide publique accordée à une entreprise en difficulté doit respecter le principe européen de la libre concurrence. L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit aux États membres toute aide publique en faveur de certaines entreprises ou de certaines productions. Toutefois, sont déclarées compatibles avec le marché unique les aides en matière de développement économique. Et à ce titre, l'article 108 du traité reconnaît à la Commission un droit de regard sur les aides susceptibles d'être accordées par les États membres aux entreprises. Toutefois, la Commission européenne dispense certaines aides publiques, n'excédant pas un faible montant, de ce contrôle préalable et admet qu'elles puissent être versées directement par les États aux entreprises sans notification à la Commission. Le règlement numéro 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis reconduit le plafond précédemment retenu de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux, mais intègre dans l'appréciation de ce montant les aides accordées aux entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire tout en limitant la forme de l'aide accordée. Aussi, en cas de dépassement du plafond global fixé, toute aide et tous organismes publics confondus, la Commission européenne peut contraindre les régions à récupérer les aides qu'elles ont allouées, et ce même en l'absence de retour à meilleure fortune. Ce ne serait pas inédit. Par le passé,
la France a déjà été condamnée pour non-respect du plafond et contrainte d'agir en restitution des aides publiques déclarées illégales. Et certains recours ont pu s'avérer infructueux car la créance de récupération n'a pu être admise au passif de sociétés ayant depuis fait l'objet d'une procédure collective, le délai de l'action en relevé de forclusion étant expiré. Conclusion du chapitre 1. 34. En définitive, la récupération des aides publiques pour cause de retour à meilleure fortune reste d'une application très résiduelle et ne concerne que quelques cas marginaux. Toujours présente parmi les dispositions législatives, elle conserve une certaine actualité comme ont pu le montrer les préoccupations exprimées par le législateur lors du vote de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Pour autant, cette faculté d'exercer un recours en récupération n'a qu'une portée symbolique et n'est en réalité qu'un gage de bonne gestion des deniers publics pour justifier un interventionnisme étatique. En ce domaine, le retour à meilleure fortune constitue la contrepartie affichée par les pouvoirs publics pour masquer la réalité d'un soutien octroyé à un public en difficulté, ultime manifestation de l'État-providence. Cet aspect essentiellement symbolique se traduit clairement par l'absence de réelles mesures de publicité des décisions administratives de récupération. Chapitre 2. L'utilisation de la clause de retour à meilleure fortune en droit privé. 35. Le retour à meilleure fortune constitue, par ailleurs, le fait générateur contractuel d'une obligation rétablissant une créance préalablement abandonnée. Cette clause de retour à meilleure fortune se définit comme celle par laquelle un débiteur s'engage à s'acquitter d'une dette, dont il sollicite pour le moment la remise, dès que sa situation financière se sera améliorée. La première référence à une telle clause figure dans une Decreta Lauduardus, X 340, de Grégoire IX. Les canonistes souhaitaient alors humaniser l'antique Venditio Bonorum en adjoignant cette clause à la cession de biens. Le débiteur échappait ainsi à la prison en abandonnant l'intégralité de ses biens aux créanciers, qui les vendaient aux enchères et se payaient sur le prix. En contrepartie, le débiteur prêtait serment de s'acquitter du reliquat de ses dettes en cas de retour à meilleure fortune. S'il ne le faisait pas spontanément, les créanciers pouvaient saisir les biens acquis postérieurement à la cession. Cette clause a été redécouverte au XIXe siècle, avant de connaître de nouvelles utilités sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967. La clause de retour à meilleure fortune a alors été utilisée dans les concordats, à l'initiative des juridictions consulaires. Avec la loi du 25 janvier 1985 et l'apparition de la purge des dettes, la clause disparaît du droit des entreprises en difficulté. Le législateur avait tenté de la réintroduire, sans succès, en 1994. Elle vient d'être redécouverte par les rédacteurs de l'ordonnance du 12 mars 2014. Cette dernière revitalise les incidences juridiques du retour à meilleure fortune. Le premier alinéa de l'article L626A26 du Code de commerce autorise le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal en vue de prononcer une modification substantielle du plan de continuation, en faveur des créanciers, si les contraintes imposées à ces derniers ne sont plus justifiées par la situation redressée de l'entreprise. Avant même ce regain d'intérêt du législateur pour le retour à meilleure fortune, la clause éponyme était un outil juridique délaissé. Les publications la concernant étaient rares et les auteurs n'y consacraient que de brèves allusions dans leurs ouvrages. Aujourd'hui, la clause perd une partie de son utilité potentielle puisque la loi, en réalité l'ordonnance de 2014, consacre désormais les effets juridiques du retour à meilleure fortune. Il est sans doute trop tôt pour percevoir tous les effets concrets de cette modification du Code de commerce. Pour l'heure, on s'en tiendra à la situation antérieure au 1er juillet 2014, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014 modifiant ce code. Nous allons donc envisager uniquement l'aspect contractuel de la question. La jurisprudence concernant la clause de retour à meilleure fortune est pauvre, voire inexistante, ce qui témoigne du profond désintérêt dont elle est l'objet. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté ne proposent plus l'insertion d'une clause de retour à meilleure fortune dans les modèles de plan de sauvegarde, alors que, par comparaison, celle-ci subsiste encore dans les plans conventionnels de surendettement des particuliers. Cette désaffection s'explique moins par un fonctionnement qui aurait été insuffisamment approfondi,
que par une certaine résignation des créanciers qui ne croient guère en son efficacité. À quoi bon envisager le retour à meilleure fortune d'un débiteur qui peut disparaître, ou dont les dettes peuvent être purgées? Pourtant, cette clause repose sur des mécanismes juridiques originaux permettant d'organiser une réversibilité des engagements dans une logique gagnant-gagnant. Le débiteur obtient de ses créanciers le répit attendu et ceux-ci, réciproquement, conservent l'espoir d'être payés un jour si la situation de leur débiteur vient à s'améliorer. Mais pour bien comprendre ces rapports juridiques originaux, il convient de correctement identifier la nature des obligations contractées dans une clause de retour à meilleure fortune, section 1. Cette bonne compréhension des mécanismes juridiques employés garantit l'efficacité de la clause lorsque l'obligation de paiement est mise en œuvre, section 2. Section 1. La nature des obligations contractées dans une clause de retour à meilleure fortune. 36. Pour organiser une réversibilité des engagements, la clause de retour à meilleure fortune a recours aux modalités de l'obligation. 1. Aussi, il est nécessaire de parfaitement distinguer termes et conditions car la clause emploie le mécanisme conditionnel sans que l'on puisse utilement lui reprocher son caractère potestatif. 2. 1. Une clause ayant recours aux modalités de l'obligation. 37. Il convient tout d'abord de souligner que doctrine et jurisprudence étaient autrefois partagées sur la valeur juridique de l'engagement souscrit dans une clause de retour à meilleure fortune. A. La nature de la modalité qui assortit l'obligation souscrite par le débiteur. B. Ainsi que la nature juridique de la clause. C. En elle-même. A. Le caractère obligatoire de l'engagement de payer du débiteur. 38. En droit commun, la remise de dette est l'acte conventionnel par lequel le créancier libère un débiteur en le dispensant du paiement de sa dette. Insérer une clause de retour à meilleure fortune revient à donner à cet acte gratuit un caractère onéreux en lui prévoyant une contrepartie. Le créancier n'accorde la remise que parce qu'il se voit reconnaître le droit d'être malgré tout désintéressé si la fortune vient de nouveau à sourire au débiteur. Dans la mesure où elle éteint la créance, la remise ne laisse subsister en principe aucune obligation naturelle. Aussi, cette clause a longtemps été perçue comme de pur style, rappelant une obligation morale de payer la dette remise. Ainsi, la promesse faite par le débiteur de rembourser une dette, s'il en a les moyens, a pu être jugée trop laconique et analysée comme un simple engagement d'honneur, dépourvu de caractère obligatoire. Ceci explique que l'on ait parfois hésité à reconnaître à la clause de retour à meilleure fortune un caractère obligatoire. Toutefois, une décision très ancienne a admis que la clause par laquelle un débiteur déclare sur sa conscience qu'il le désintéressera, son créancier, si la fortune vient à lui sourire, engendre une obligation civile, et que dès lors, il appartient au tribunal de décider si le débiteur est en mesure de payer sa dette, bien qu'il soutienne que sa situation de fortune n'est point assez belle encore pour que sa conscience lui fasse un devoir de se libérer. 39. En réalité, la seule présence d'une clause suffit à priver la remise de son caractère définitif sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la nature civile ou simplement morale de l'engagement souscrit par le débiteur. La clause de retour à meilleure fortune fait clairement naître une obligation civile de remboursement de la dette, pour le moment remise. La jurisprudence retient le caractère obligatoire de la clause, peu importe à ce stade l'absence de définition contractuelle de l'événement constitutif du retour à meilleure fortune. La Cour de cassation a ainsi considéré, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, que la seule présence d'une clause de retour à meilleure fortune générait une obligation civile à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire que les créanciers aient fait de l'insertion de la clause une condition déterminante de leur consentement à une remise. Elle a également retenu une obligation civile dans un engagement pris par le débiteur, de rembourser sa dette selon ses possibilités. L'obligation naturelle n'est donc d'aucun secours. La clause serait parfaitement inutile, si elle se bornait à rappeler celle-ci. D'ailleurs, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, ne doit-on pas l'entendre dans celui qui lui confère effet? La doctrine a donc écarté toute forme d'obligation naturelle en présence d'une clause de retour à meilleure fortune. Elle constitue un véritable engagement juridique civilement sanctionné, autre chose étant de savoir s'il y a, ou non, retour à meilleure fortune.
B. Une obligation sous condition de retour à meilleure fortune. 40. Il convient de distinguer la clause de retour à meilleure fortune stipulée en contrepartie d'une remise de dette, de celle stipulée comme échéance d'un contrat de prêt. Cette distinction renvoie aux frontières parfois délicates à déterminer, du terme et de la condition. En droit des obligations, le terme désigne un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation. Le terme est certain lorsque la date à laquelle l'événement doit se produire est connue. Le terme est incertain lorsque cette date est inconnue. Si la survenance de l'événement est incertaine, il s'agit d'une condition et non d'un terme car la condition est un événement futur et incertain dont dépend l'existence même de l'obligation. Un événement certain dont seule la date est inconnue ne constitue pas une condition mais un terme incertain. La jurisprudence a appliqué ces quelques principes fondamentaux à la clause de retour à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune stipulé comme échéance de remboursement d'un contrat de prêt n'est pas une condition, mais un terme indéterminé conformément à l'article 1901 du Code civil. De même, une reconnaissance de dette stipulée remboursable dès retour à meilleure fortune est assortie d'un terme et non d'une condition. Il ne s'agit pas de savoir si le paiement doit avoir lieu, mais quand il doit avoir lieu. 41. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 octobre 2004, illustré cette articulation entre termes et conditions. Ce litige avait pour origine un protocole d'accord conclu entre deux partenaires commerciaux au terme duquel l'un d'entre eux acceptait de prendre en charge la dette de l'autre, pour un montant d'1 million de francs, exigible dans les jours qui devaient suivre la conclusion de ce protocole. En contrepartie, l'entreprise s'engageait à rembourser son partenaire par une clause de retour à meilleure fortune, dont la réalisation était constituée par un rétablissement des fonds propres à un montant supérieur à 9 millions de francs. L'entreprise bénéficiaire ayant finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le partenaire déclarait au passif la potentielle créance de remboursement issue de la clause sans doute pour préserver un recours contre une caution. Le liquidateur en contesta l'admission, en considérant cette créance comme inexistante compte tenu de la liquidation. De prime abord, l'objection du liquidateur semblait de bon sens. Le pourvoi soutenait dans un de ses moyens que la condition prévue à la convention n'était pas réalisée, dès lors que le fait générateur, c'est-à-dire le retour à meilleure fortune du débiteur, ne pouvait plus intervenir. En d'autres termes, la défaillance de la condition résultant de la liquidation judiciaire s'opposait à la naissance de l'obligation et rendait inutile son admission. L'argument était a priori séduisant. Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant les juges du fond d'avoir accueilli cette créance au motif que l'obligation de paiement, résultant de la clause de retour à meilleure fortune, n'était pas affectée d'une condition mais d'un terme indéterminé. 42. Pour l'un des commentateurs de cet arrêt, l'appréciation était discutable car les hauts magistrats avaient précédemment jugé qu'un événement incertain, non seulement quant à sa date mais aussi quant à sa réalisation, était une condition et non un terme. Pour cet auteur, une cassation pour dénaturation pouvait se justifier car le retour à meilleure fortune demeure toujours hypothétique. Il n'est pas évident que ce grief ait pu prospérer. C'était précisément dénaturer la clause de retour à meilleure fortune. Dès lors que le retour à meilleure fortune est stipulé dans un contrat de prêt, l'article 1901 du Code civil commande d'analyser la modalité convenue comme un terme. Or, dans cette espèce, l'opération juridique consistait en un paiement de la dette d'autrui et non en une remise de dette. La qualification à retenir était donc celle d'un contrat de prêt, et le retour à meilleure fortune était un terme et non une condition. L'incertitude ne concernait pas le remboursement en lui-même, mais uniquement la date à laquelle il devait intervenir. C'est précisément l'opposé, lorsqu'une remise de dette est assortie d'une clause de retour à meilleure fortune. C'est le paiement en lui-même qui est incertain, et non la date à laquelle celui-ci doit intervenir. L'engagement souscrit en contrepartie de la remise de dette accordée est donc conditionnel. Ceci posé, il reste à savoir si la clause n'est qu'un simple aménagement d'un unique engagement au gré des situations de fortune et d'infortune du débiteur, ou si elle permet d'établir une obligation nouvelle prenant la suite d'une autre éteinte par la remise. C.
Une remise de dette emportant novation par ajout d'une condition. 43. Cette question de la survie ou non de l'obligation originelle nous renvoie à la véritable nature de la clause de retour à meilleure fortune. Pour une partie de la doctrine, cette dernière opère novation, car à l'obligation éteinte par la remise succède une nouvelle obligation assortie d'une condition. Gavalda estimait d'ailleurs qu'il y a extinction d'une obligation ancienne et transformation volontaire de cette obligation en une obligation juridique nouvelle. Cette nouvelle obligation est garantie conditionnellement par un pouvoir de contrainte. Le changement d'une condition à la différence d'une simple modification du terme est considéré comme une forme possible de novation. Il faut que le débiteur ait encore l'intention de nover, mais les tribunaux conservent un pouvoir pour apprécier cet animus novandi. Monsieur le professeur Gutmann partage cette analyse de la clause. Selon cet auteur, la clause de retour à meilleure fortune n'est qu'une novation répondant parfaitement aux conditions posées par les articles 1271 à 1273 du Code civil. L'obligation initiale est éteinte, une nouvelle obligation est créée, assortie en l'occurrence d'une condition suspensive, l'intention de nover est établie. En droit commun, l'intention de nover ne se présume pas et résulte d'une triple volonté. Éteindre l'obligation ancienne, créer une obligation nouvelle et lier indissolublement l'extinction et la création souhaitée. La clause de retour à meilleure fortune combine entre elles ces différentes intentions. Celle-ci ne serait donc qu'une novation transformant l'obligation éteinte par la remise en une nouvelle obligation sous condition. Seule une partie de la doctrine réfute cette analyse en considérant que le retour à meilleure fortune est avant tout une condition résolutoire de la remise rétablissant la créance originelle en la rendant de nouveau exigible. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.